Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va être consacrée à l'histoire d'Israël. Pour la clarté de mon discours, il y aura deux vidéos. Une première consacrée à la naissance de l'idée d'État d'Israël et une seconde partie qui sera consacrée au conflit israélo-palestinien à partir de 1948 jusqu'à aujourd'hui. L'histoire d'Israël, c'est avant tout l'histoire des Juifs. Et cette religion est très ancienne. Les premières traces remontent au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une population qui va s'installer le long du Jourdain, donc près de Jérusalem. Jérusalem, pour les Juifs, c'est le lieu où se trouve le temple de Salomon. Au 1er siècle après Jésus-Christ, de nombreux conflits vont voir le jour entre les Juifs et les gouvernants locaux, qui sont romains. Entre 66 et 70, une révolte éclate et les Juifs vont finir par perdre et être obligés de s'exiler. Les Romains sont vainqueurs et détruisent la ville de Jérusalem. Il ne restera plus qu'un seul mur du temple de Salomon, celui des Lamentations. À partir de ce moment-là commence ce qu'on appelle la diaspora juive, qui va durer 20 siècles. C'est un exil qui va pousser les Juifs à aller s'installer dans différents États où ils seront minoritaires. De par cette minorité, ils sont les cibles faciles lorsqu'il y a des crises et deviennent ce qu'on appelle des boucs émissaires. Par exemple, à l'époque médiévale, va se construire toute une imaginaire du juif où les sociétés chrétiennes vont essayer de créer des stéréotypes autour de la population juive. Par exemple, l'image du juif avec un long nez ou un large front, ainsi que le juif avare et cupide. En fait, ce ne sont pas des idées qui sont très récentes, elles sont anciennes, elles datent de l'époque médiévale. Et surtout, l'idée que le juif possède l'argent et contrôle d'une certaine manière, de manière assez cachée, le monde, c'est une idée qui est déjà présente à l'époque médiévale. Alors, pourquoi? Très rapidement, c'est simple, en fait les juifs sont les seuls à pouvoir toucher à l'argent à l'époque médiévale, notamment tout ce qui est métier de banquier et tout et tout. C'est des métiers qui sont normalement interdits pour les chrétiens. De fait, ce sont les juifs qui possèdent l'argent, mais c'est d'un côté très pratique, et du coup c'est eux qui ont l'argent. Et donc, si on cherche de l'argent, c'est chez eux qu'on va aller chercher. Donc, par exemple, lorsque les rois de France, comme Saint-Louis ou encore Philippe IV, ont besoin de reflouer les caisses de l'État, ils vont chasser les juifs et puis voler tout ce qu'ils trouvent dans les habitations. Attention, hein, on ne parle pas d'antisémitisme à cette époque. On parle d'antijudaïsme. L'idée de race n'existe pas encore. Dans tous les cas, se construit à l'époque médiévale cet imaginaire du juif, qui va être conservé et réutilisé au XIXe siècle et encore aujourd'hui. Au XIXe siècle, un double contexte va permettre l'émergence de l'idée d'une nation juive. Sur cette période, il y a beaucoup de révolutions qui vont avoir lieu. Ça commence notamment avec les révolutions américaines, anglaises et françaises au XVIIIe siècle et qui se multiplient pendant tout le XIXe siècle en Europe. Et surtout, va voir le jour cette idée qu'il y a des populations qui pourraient avoir leur propre nation. Par exemple, les Serbes dans l'Empire austro-hongrois. Jusque-là, ils faisaient partie intégrante de l'Empire. Mais progressivement, vers la deuxième moitié du XIXe siècle, ils vont développer un nationalisme et vont vouloir être indépendants, créer leur propre État. Ce qui sera l'une des causes de la Première Guerre mondiale. On retrouve la même chose par exemple en Irlande. Du coup, cette idée de nation, elle voit le jour partout au XIXe siècle et les Juifs vont être intéressés par cette idée, notamment les grands penseurs que sont par exemple Theodor Herzl ou encore les Rothschild. Ils vont devenir favorables à cette idée d'un nouvel État juif. Il y a un deuxième contexte qui lui est plus polémique, qui est celui de la montée en puissance de l'antisémitisme. En effet, au XIXe siècle se développent les thèses raciales qui visent à établir l'évolution de l'homme. On cherche à savoir d'où vient l'homme. Les scientifiques vont donc chercher à comparer les crânes des hommes en fonction de leur origine, notamment par exemple des crânes australiens avec des crânes américains. Les scientifiques vont faire des classifications de ces crânes. Ce qui, vous le voyez très bien, va amener les scientifiques à créer des classes d'hommes. C'est comme ça qu'en Amérique va se développer l'idée que les noirs seraient des sous-hommes. Ils seraient inférieurs parce que leur crâne serait trop petit par rapport à l'homme blanc et que donc leur cerveau serait plus petit. On voit très bien que Hitler, là, n'a rien créé dans les années 30, il reprend totalement ce que les scientifiques ont créé au 19e siècle. Ce qui va conduire après coup à la création de la théorie de l'évolution de Darwin. Dans tous les cas, les juifs vont être placés dans cette classification entre les noirs et les blancs, entre guillemets, normaux. Ce qui veut dire qu'ils sont considérés comme plus ou moins humains, mais pas trop. Et surtout, ce sont toujours les boucs émissaires. On est toujours dans des minorités juives, et donc s'il y a un problème, c'est eux qui sont accusés. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, le tsar russe décide de chasser les juifs de son territoire. Cela provoque ce qu'on appelle les pogroms juifs, ou les maisons des juifs sont détruites et ces derniers sont obligés de s'exiler
vers l'Europe et les États-Unis. À cette époque, on ne se dirige pas vers la Palestine. C'est un petit peu plus tard que cela viendra. L'arrivée massive de ces populations juives en Europe et en Amérique va provoquer une flambée du nationalisme et de l'antisémitisme, comme une forme de rejet de ces populations qui viennent d'arriver. Le meilleur exemple étant l'affaire Dreyfus en France entre 1894 et 1906. Un soldat d'origine juive est accusé à tort d'avoir trahi la France. Cette accusation est non fondée et c'est surtout à cause de son origine juive qu'il va être condamné. Ce double contexte de l'idée de créer une nation et la montée de l'antisémitisme fait que progressivement les juifs vont avoir l'idée de créer leur propre État. Theodor Herzl, dont je parlais tout à l'heure, va être l'un des principaux acteurs de cette création d'un État d'Israël. En 1897, les grands penseurs juifs vont se réunir à Bâle et vont créer ce que l'on appelle le sionisme. Le terme de sionisme vient de Sion, qui signifie en hébreu les lieux d'origine divine. En l'occurrence, pour les juifs, il s'agit de Jérusalem, du temple de Salomon. Le sionisme a pour objectif le retour des Juifs en Terre Sainte, et donc de mettre un terme à la diaspora qui dure depuis 19 siècles. Cela conduit à la création de caisses visant à racheter des territoires autour de Jérusalem pour l'installation des Juifs. Et commence alors ce que l'on appelle les Aliyah. Ce mot hébreu signifie la migration des Juifs vers la Terre Sainte. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque, autour de Jérusalem, il y a déjà des gens. Il y a ceux qu'on va appeler plus tard les Palestiniens. Ce sont des musulmans et des Arabes. Et eux, forcément, sont déjà là. Ils ne voient pas forcément d'un très bon œil l'arrivée de ces nouveaux migrants, surtout des migrants juifs. Là, on va avoir une sorte de quiproquo et surtout d'amalgame qui va être fait. D'un côté, on a les juifs qui arrivent dans ce territoire-là et qui pensent que les populations locales sont des barbares. Ils pensent qu'ils sont arriérés, qu'ils n'ont pas su industrialiser leur pays, en tout cas leur État, leur empire, et que eux vont apporter la civilisation. A l'inverse, ceux qu'on va appeler les Palestiniens voient l'arrivée des Juifs comme une sorte de colonisation. Et surtout, ils vont être très sensibles du message des chrétiens qui prétendent que les Juifs sont avares, cupides, ont un long nez. Tout cet imaginaire qu'on a en Occident va arriver en Orient par les chrétiens d'Orient et va se développer chez les musulmans. De par ces préjugés, les deux populations n'arrivent pas à cohabiter ni même à se mélanger. Ce qui rend difficile l'idée qu'on puisse avoir un État à la fois de Palestiniens et d'Israéliens ensemble. À la veille de la Première Guerre mondiale, la population juive représente plus ou moins 75 000 personnes, sur une population totale de 700 000 personnes, sur le territoire autour de Jérusalem, ce qui veut dire à peu près 10 à 11%. C'est-à-dire ultra minoritaire encore, puisque ça ne représente même pas un dixième de la population. En 1914 se déclare la Première Guerre mondiale. Pour rappel, très rapidement, il y a deux types d'alliances. Il y a la triple entente, France, Angleterre et la Russie, et la triple alliance, l'Empire prusse, c'est-à-dire les Allemands, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. À première vue, les Juifs seraient plus sensibles à l'alliance de la triple alliance. Pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà, l'Empire ottoman a rejoint la Triple Alliance. Or, techniquement, les Juifs qui sont autour de Jérusalem font partie de l'Empire ottoman. Le problème, c'est que la Russie est alliée à la France et l'Angleterre. Or, la Russie est à l'origine de l'exil des Juifs à la fin du XIXe siècle. Et donc, de fait, les Juifs ne peuvent pas prêter alliance à l'Angleterre et la France, puisque cela voudrait dire rejoindre la Russie. Néanmoins, ils sont très proches de l'Angleterre, de la France et des États-Unis. Ils ne peuvent pas rejoindre le côté prussien et austro-hongrois. Donc ils préfèrent être neutres. La guerre donc s'enlise, elle va durer 4 ans, de 1914 à 1918 voire 1919 pour la vraie fin de la guerre. Mais en 1916, la France et l'Angleterre vont prévoir le démantèlement de l'Empire ottoman. Sur ces cendres, ils veulent créer des États dont ils seraient les gouverneurs. Des États qui existent encore aujourd'hui, comme par exemple la Syrie, l'Irak ou encore l'Iran. Cet accord secret en 1916 va être réalisé concrètement lorsque l'Empire ottoman va être vaincu en 1919 avec le traité de Versailles. Entre deux, en 1917, le ministère des Affaires étrangères, Balfour, fait une déclaration où il annonce qu'il est favorable à la création d'un front national juif. Ce qui veut dire que les Anglais et les Français veulent créer des États sur l'Empire ottoman. Mais ils sont également favorables à la création d'un proto-État juif.
Et là, les Juifs sont forcément très intéressés. Et d'ailleurs, ils vont être mis en accord avec les Anglais et ils vont être très proches des Anglais pendant cette période-là. La Première Guerre mondiale se termine, on est en 1919, le traité de Versailles est signé, la Triple Alliance est démantelée, l'Empire prusse est détruit, l'Empire ottoman est également détruit. Et on met en place le traité secret qui avait été prévu en 1916. Donc s'installent ce qu'on appelle les mandats. Alors qu'est-ce que les mandats? Dans l'idée du traité de 1916 et de 1920, traité de Sèvres, c'est que les populations qui se trouvent au Proche et au Moyen-Orient ne sont pas encore assez disciplinées, entre guillemets, pour se gouverner eux-mêmes. Et donc, il leur faut l'aide d'une gouvernance un peu plus grande et un peu plus forte pour les aider à devenir indépendants. Donc, on va diviser les pays entre les deux mandats, britanniques et français. Ils se divisent les territoires, et l'objectif, c'est pas de rester là, c'est juste d'aider vers l'indépendance. C'est quelque chose qui est censé être provisoire. Même si, évidemment, ça permet à la France et à l'Angleterre de récupérer un certain nombre de ressources sur place. Mais l'idée, c'est quand même d'aider à moderniser ces États, pour éviter qu'il y ait une anarchie qui pourrait provoquer une nouvelle guerre. Dans la réalité, ce sont majoritairement des classes moyennes ou plus pauvres qui viennent s'installer dans l'entre-deux-guerres en Palestine. Néanmoins, la population qui vient s'installer, qui est propriétaire de ces territoires, va développer le pays, va moderniser le pays et va l'industrialiser. À tel point que le krach boursier de 1929, qui va toucher le monde entier, ne concernera pas la Palestine, grâce à un taux de croissance supérieur à 5%. On observe pendant cette période une hausse des terrains cultivés et en réalité, les Palestiniens profitent de cette industrialisation et de cette modernisation. Puisque, certes, les Ottomans ne sont plus leurs propriétaires, ce sont maintenant les Juifs, mais ils restent les métayers comme ils l'étaient déjà au temps des Ottomans. Il n'y a rien de nouveau pour eux, juste qu'il y a plus de travail pour eux, presque. Donc, dans le fond, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de problème. Évidemment, ça serait trop simple, trop beau si ça ne créait pas de problème. Et en fait, les tensions vont s'agrandir progressivement pendant l'entre-deux-guerres, parce que va naître le nationalisme palestinien et aussi l'idée de nationalisme juif. Progressivement, les Palestiniens vont vouloir un État indépendant et surtout sans juifs. A l'inverse, les juifs vont vouloir également leur propre État indépendant et sans Palestiniens. Ce qui fait que les tensions vont vraiment commencer à devenir très très compliquées et on va avoir la formation de groupes terroristes fomentant des attentats contre les populations juives ou contre les populations palestiniennes. Durant cette période, le choix des Britanniques de favoriser les Juifs à l'instar des Palestiniens va provoquer la colère de ces derniers, et ainsi envenimer les relations entre les Palestiniens et les Juifs, mais également entre les Palestiniens et les Britanniques, à tel point que les Palestiniens vont exiger et vont demander leur indépendance. Demande qui va être refusée par les Britanniques et qui conduit à une révolte armée entre 1936 et 1939. Donc on a une révolte palestinienne qui éclate contre les Britanniques avant tout et aussi contre les Juifs. L'idée étant ils veulent leur indépendance, ce que les Britanniques vont refuser, d'autant qu'en 1937, le haut fonctionnaire de Galilée va être assassiné par des musulmans, par des Palestiniens. Ce qui va créer des représailles de la part des Britanniques et une répression sanglante avec la mort d'une partie des chefs palestiniens. D'ailleurs, le Moufti al-Moussaïni va être obligé de s'exiler et va retrouver refuge où? Chez les nazis. Parce que oui, il faut bien voir que dans la même période, en Europe, c'est la montée du nazisme, du fascisme et de l'antisémitisme. Les Juifs, donc, sont de plus en plus nombreux à vouloir aller en Palestine. La révolte palestinienne échoue, en 1939 elle est complètement annulée, mais les Britanniques s'aperçoivent que bon, ils peuvent pas quand même continuer dans ce sens-là, et surtout les pays voisins, qui seront les futurs membres de la Ligue arabe, ont prévenu les Anglais que s'ils continuaient, on allait couper le pétrole. Du coup, les Britanniques ne peuvent pas continuer leur répression éternellement et ne peuvent pas continuer de favoriser les Juifs. Et donc, à partir de 1939, ils vont favoriser les Palestiniens. Et oui, on retourne de situation. Donc ils vont fermer les yeux, par exemple, sur des attentats contre des Juifs. Évidemment, créant ainsi le mécontentement des Juifs. Surtout qu'on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et quand va se développer la Shoah. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on va découvrir l'existence des camps d'extermination, les Anglais vont continuer de favoriser les Arabes. Ils vont empêcher la migration des Juifs vers la Palestine. Ils vont réduire le quota progressivement. Or, les Juifs vont être de plus en plus à fuir l'Europe, fuir la guerre, fuir les camps d'extermination, et ça va devoir se faire de manière clandestine. Évidemment, qui dit clandestin dit parfois des accidents, parfois ils sont repêchés, parfois ils sont renvoyés dans les camps où ils s'étaient échappés. Cela crée un véritable malaise en fait, de la part des Juifs qui ne comprennent pas la réaction des Anglais. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on pourrait s'attendre que face à la découverte des camps d'extermination, l'Europe soit favorable à l'arrivée massive des Juifs en Palestine, au contraire.
on préfère se désintéresser totalement de la question et laisser les Juifs se débrouiller comme ils veulent. Sauf que, évidemment, la Palestine est toujours gérée par les Anglais. Donc ils refusent toujours l'entrée des Juifs qui arrivent de plus en plus de manière clandestine. En 1947, un navire clandestin du nom de Exodus est arrêté au large de la Palestine par la marine britannique. Les Anglais, comme à leur habitude, vont renvoyer ce navire clandestin de là où il vient. Le problème, c'est que pour la première fois, des journalistes vont suivre l'affaire et révéler au monde les agissements des Anglais envers les clandestins juifs. L'opinion publique va donc être favorable à l'installation massive des Juifs en Palestine. À cet accident se rajoute la montée des tensions entre Juifs et Palestiniens, ainsi que Palestiniens et Britanniques. Les Anglais sont incapables de gérer la situation et décident de donner les rênes de la Palestine à l'ONU. Le 29 novembre 1947, l'ONU décide de créer deux États, l'État d'Israël et l'État de Palestine. C'est la création pour la première fois d'un État propre aux Juifs. Ils sont heureux, ils sont persuadés que pour la première fois, ils vont pouvoir gérer leur propre destin et décider de là où ils vont aller. Le 14 mai 1948, c'est la fin officielle du mandat britannique. C'est donc le début de l'indépendance israélienne et palestinienne. Hélas pour les Juifs. Le lendemain, le 15 mai 1948, 5 armées arabes envahissent Israël dans l'objectif de récupérer le territoire et de mettre à l'eau les Juifs qui se sont installés là. C'est le début de la guerre d'indépendance pour Israël. Et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt les chatons.